Alors, on va continuer sur la thématique du cancer. Cela, c'est le cancer du côlon murin et la carcinose péritonéale, un modèle, donc une étude de production de vésicules extracellulaires vectorisant de l'oxaliplatine, un anticancéreux. Donc, Pierre Platoite, merci de prendre la parole. 20 minutes, 15 minutes de temps de parole et 5 minutes de discussion. Mesdames et messieurs, chers membres de l'Académie nationale de chirurgie, j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui mes résultats de recherche de Master 2 sur l'étude de la production de vésicules extracellulaires vectorisant de l'oxaliplatine et donc leur toxicité sur des cellules cancéreuses de côlon murin et leur effet sur un modèle murin de carcinose péritonéale. Je suis interne en chirurgie viscérale et digestive. J'ai travaillé pendant un an dans le laboratoire de M. Pocard à l'INSERM, l'unité 1275. Je commence ma présentation sur l'oxaliplatine, qui est une chimiothérapie très utilisée dans de nombreux cancers, notamment les cancers du tractus digestif, qui induit des déformations conformationnelles de l'ADN qui présente malgré cela des limites, et notamment des résistances que gagnent les cellules vis-à-vis de cette chimiothérapie, avec notamment des protéines des flux des médicaments, les multi-drug resistance associated proteins, MRP1 et MRP4, notamment pour l'oxaliplatine. Et c'est aussi également une chimiothérapie qui présente des effets secondaires chez les patients, comme notamment les neuropathies périphériques très invalidantes qui sont dose dépendantes et qui souvent obligent l'arrêt du traitement au bout d'un certain moment. De nouvelles techniques sont mises au point dans la recherche fondamentale et notamment la nanovectorisation. Une de ces nanovectorisations, c'est l'utilisation de vésicules extracellulaires issus de cellules souches mésenchymateuses. Les vésicules extracellulaires, c'est donc des petites sphères nanométriques qui sont constituées d'une bicouche de phospholipides et de protéines dérivées des membranes cellulaires dont elles sont produites. Elles ont un rôle physiologique, notamment dans la signalisation et la communication intercellulaire. Il a été montré par l'équipe de Florence Gazeau au CNRS que ces vésicules pouvaient être un nouveau système de délivrance de molécules thérapeutiques, et notamment des chimiothérapies. Amandine Pinto, qui a réalisé sa thèse dans le même laboratoire où j'étais, a montré que, ces vésicules extracellulaires augmentaient la pénétration des chimiothérapies dans les nodules tumoraux et notamment pouvaient réduire les effets secondaires et également activer précisément une immunité antitumorale vis-à-vis de ces nodules tumoraux. L'intérêt de ces vésicules extracellulaires issues spécifiquement des cellules souches mésenchymateuses, c'est qu'elles auraient une affinité plus grande pour les cellules tumorales. Donc, l'objectif de mes recherches était tout d'abord de montrer que la production de ces vésicules issues de cellules souches mésenchymateuses contenant l'oxaliplatine était faisable et reproductible. Et également de comparer l'effet cytotoxique de ces vésicules à la cytotoxicité de l'oxaliplatine libre sur la lignée de cellules cancéreuses de côlon murin, CT26. Et in fine, mon projet était de comparer leur effet par rapport toujours à l'oxaliplatine libre sur un modèle murin de carcinose péritonéale utilisant les CT26. Donc, tout d'abord, j'ai produit ces vésicules à partir de cellules souches mésenchymateuses d'origine adipocytaire dans le laboratoire MSC de Florence Gazeau au CNRS.
Pour cela, je cultivais des cellules souches mésenchymateuses sur des microbilles de Cytodex 1 dans des spinners, comme vous pouvez le voir sur la petite image tout à gauche. C'est des bioréacteurs avec une pale qui tourne en permanence, qui remue le milieu de culture et qui permet aux cellules d'adhérer et de croître sur les microbilles. Une fois qu'elles étaient suffisamment nombreuses sur les microbilles, comme ici on peut le voir, le noyau coloré en dapi en bleu, on démarrait la production en ajoutant dans le milieu de production 50 micromolaires ou 100 micromolaires d'oxaliplatine. Et la technique de production utilise donc un stress de cisaillement, appelé autrement turbulence, pendant une période de 2 heures. La vitesse de rotation de la pale à l'intérieur du bioréacteur était calculée en fonction de la longueur de Kolmogorov, qui est en fait la longueur de ces petits vortex représentés sur le schéma autour de la microbille. Une fois cela fait, on récupérait le surnageant contenant les vésicules, on les centrifugeait et on les concentrait par la technique de tangential flow filtration qui utilise une membrane de cellulose pour avoir ces vésicules dans un volume plus réduit. Et une fois cela fait, on mesurait la quantité de platine par spectrométrie de masse pour quantifier combien d'oxaliplatine on avait dans les vésicules. Donc, ce qu'on a remarqué, c'était que les cellules qui produisaient les vésicules quand elles étaient exposées à l'oxaliplatine produisaient beaucoup moins de vésicules que les cellules qui n'étaient pas exposées à l'oxaliplatine. Et donc, on avait un nombre total de vésicules qui était moins important significativement lorsqu'il n'y avait pas d'oxaliplatine dans le milieu de production. De même, la taille de ces vésicules était plus petite que dans le groupe où il n'y avait pas d'oxaliplatine. On a donc réussi à retrouver du platine dans les échantillons de production. Et plus on mettait d'oxaliplatine dans le milieu de production, plus on avait d'oxaliplatine dans les échantillons. C'était toutefois des concentrations qui étaient bien moindres, puisque c'était 145 fois moins que ce qu'on mettait dans le milieu de production. Ensuite, nous avons étudié la cytotoxicité de ces vésicules par un test de viabilité qui s'appelle Alamar Blue, qui est un test qui mesure notamment l'activité mitochondriale que l'on peut corréler donc à l'activité, la viabilité cellulaire. Et donc, une fois que les cellules avaient adhéré au fond des plaques multipuits, on les exposait aux différents échantillons et à l'oxaliplatine libre pendant 96 heures et on mesurait à 24 tous les jours, 24, 48, 72 heures la viabilité par lecture de fluorescence. Et donc, tout d'abord, on a réalisé un IC50 pour savoir si l'oxaliplatine était efficace sur nos cellules CT26. Et donc, l'IC50 qu'on a calculé à 48 heures était comparable finalement à ce qu'on retrouvait dans la littérature. Pour ce qui est des résultats de tests de cytotoxicité, on a remarqué que l'oxaliplatine était tout de même beaucoup plus cytotoxique que nos vésicules contenant d'oxaliplatine et qu'en plus de cela, in vitro, les vésicules sans oxaliplatine avaient à peu près le même effet que les vésicules avec oxaliplatine.
On a réalisé de l'imagerie avec, avec des microscopes électroniques. Tout d'abord, un microscope électronique à transmission pour regarder la morphologie de nos vésicules et comparer en fonction du milieu de production. Et finalement, morphologiquement, elles avaient à peu près la même taille et la même forme. On a ensuite exposé des CT26 avec de l'oxaliplatine ou des vésicules. Et donc, on voit donc, à quoi ressemblent les CT26 microscope à balayage tout en bas à gauche. Quand les cellules étaient exposées à de l'oxaliplatine à haute concentration, à 100 micromolaires, elles avaient cet aspect de cellules en apoptose. Et lorsque elles étaient exposées aux vésicules, on peut deviner la silhouette de la cellule qui est complètement entourée de vésicules sur sa membrane. Et enfin, donc, on a réalisé l'expérimentation in vivo avec 3 groupes de 10 souris femelles BALP-C. Le premier groupe recevait du sérum physiologique, du PBS. Le deuxième groupe recevait des vésicules avec de l'oxaliplatine. Le troisième groupe de l'oxaliplatine libre. Et donc, elles étaient suivies sur 10 jours. À J0, on leur injectait donc, les cellules CT26 exprimant la luciférase. À J6, elles avaient la première injection intrapéritonéale et à J8, la deuxième injection intrapéritonéale. À J9, comme les cellules étaient exprimées à la luciférase, on pouvait faire de la bioluminescence pour suivre la prolifération des cellules cancéreuses et des nodules tumoraux intrapéritonéaux. Et à J10, on sacrifiait les souris pour mesurer le peritoneal carcinomatosis index qui a été mis au point donc, en 1988 pour l'humain, très utilisé en chirurgie digestive pour les carcinoses péritonéales et qui a été adapté à la cavité abdominale murine. Le but aussi de l'étude, c'était d'analyser histologiquement la nécrose et la prolifération tumorale ainsi que les effets immunologiques. Mais pour cela, pour le moment, tout ça est encore en cours d'analyse. Donc, je ne vais pas pouvoir vous présenter ces résultats. Par contre, nous avons pu analyser donc, les PCI des souris et on a réussi à montrer que les vésicules contenant de l'oxaliplatine permettaient d'avoir un plus faible PCI chez les souris qui recevaient ce traitement que les souris qui recevaient le PBS. Et c'était significatif, alors que lorsqu'elle recevait de l'oxaliplatine libre, on n'a pas réussi à montrer une différence significative, malgré le fait que sur ce graphique, on peut quand même voir que les souris avaient un PCI plus élevé lorsqu'elles avaient seulement de l'oxaliplatine. Ensuite, à J9, donc on faisait la bioluminescence et on a réussi à montrer qu'il y avait plutôt une bonne corrélation entre la bioluminescence mesurée chez les souris à J9 et le PCI mesuré à J10 lors du sacrifice. Donc là, on a la production de vésicules issues de cellules souches enchymateuses adipocytaires contenant de l'oxaliplatine n'avait jamais encore été décrite dans la littérature. La présence de l'oxaliplatine lors de la production a tendance de diminuer le nombre de vésicules et leur taille produite. Il est difficile de savoir où se trouve finalement l'oxaliplatine parce que ce n'est pas une molécule qui est fluorescente et donc on ne peut pas savoir exactement si c'est au niveau des membranes, à l'intérieur des vésicules ou même à l'extérieur. On a retrouvé une faible concentration finalement de platine dans les échantillons, mais peut-être que ça peut être pallié par un effet immunologique antitumoral de la combinaison avec les vésicules. Et finalement, on a vu un effet sur le modèle de carcinose péritonéale murin.
malgré leur faible cytotoxicité in vitro. Donc, il reste à voir s'il y a une plus importante nécrose des nodules, s'il y a moins de prolifération et un effet antitumoral immunologique. Également, il reste à voir si finalement ça permet d'avoir moins d'effets secondaires chez les patients et notamment une protection des neuropathies périphériques induites. L'association de ces vésicules avec de nouveaux drugs delivery system, comme par exemple la nébulisation de ces vésicules dans la cavité péritonale pour traiter la carcinose péritonale, comme c'est actuellement le cas en clinique avec la PIPAC qui nébulise de la chimiothérapie. Est-ce que ça pourrait augmenter finalement l'effet antitumoral? Voilà, donc je remercie toutes les équipes avec lesquelles j'ai travaillé, et notamment M. Pocard qui m'a accueilli dans son laboratoire et qui m'a aidé à réaliser mon projet. Merci. Quelque chose de très intéressant, c'est quand j'avais lu, regardé dans les. Merci. Regardez dans les innovations, en tout cas en nanotechnologie ou dans les innovations en général, on voyait la courbe de ce qui arrivait à maturité. Ce qui était encore le plus éloigné, c'était les nanovecteurs, mais avec de la part des scientifiques qui analysaient, qui avaient dressé cette courbe, disant que c'était vraisemblablement une des technologies les plus prometteuses au point de vue de l'évolution, effectivement, pour tout le délivrement des drogues et la cancérologie, etc., etc. Donc là, il y a déjà au moins une étude de faisabilité avec à l'intérieur des vésicules l'incorporation d'un élément cytotoxique et le fait de son effet, de toute façon, puisqu'il a été prouvé dans votre étude. Donc, je trouve que c'est un beau travail. C'est aussi, on n'a que des travaux exceptionnels. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que les cancérologues, enfin ceux qui... Est-ce que Pascal Richman est sensible à cette recherche? Je n'aurais pas posé la question si je n'avais pas reçu le micro, là, mais Oui. parce que vraiment, je suis très incompétent, même si je fais de l'onco-urologie. C'est le mécanisme, mais qui pour moi, n'est pas très clair. On a bien compris comment c'était incorporé, l'utilisation des cellules issues des propriétés des adipocytes et des cellules mésenchymateuses paraît logique. Après, ce n'était pas très clair comment, finalement, la chimiothérapie elle-même, qui est incluse dans la vésicule, attaquait la tumeur et les cellules tumorales. Est-ce que c'est, à un moment donné, peut-être pas dans vos travaux, mais dans votre rationnel, vous avez pu avoir accès à des descriptions de façon comment se faisait le transfert de la chimiothérapie, y a-t-il également peut-être une action dans le micro-environnement tumoral où je suppose des cellules issues du tissu adipocytaire doivent se sentir très à l'aise. Mais ce n'est pas une attaque directe de la cellule tumorale. Donc, vous voyez la question que je pose, c'est le mode d'action finalement. Merci pour votre question. Effectivement, alors le mécanisme d'action doit aussi être différent en fonction des molécules utilisées. Par exemple, les travaux qui ont précédé le mien ont utilisé notamment du MTHPC qui est un photosensibilisant. Donc, c'était rien à voir la production des vésicules avec ce photosensibilisant permettait que en fait, les cellules n'étaient pas, il n'y avait pas de cytotoxicité directe vis-à-vis des cellules productrices, mais par contre, une cytotoxicité vis-à-vis des cellules tumorales qui recevaient le MTHPC. Et le MTHPC, finalement, son mode d'action était activé par la photothérapie dynamique. Donc, c'était un tout autre mécanisme d'action. Pareil, une autre recherche de Master 2 a porté sur la doxorubicine intégrée dans les vésicules de cellules souches mésenchymateuses. Et en fait, oui,
là, une chimiothérapie qui est fluorescente, et donc on pouvait suivre, qui allait dans le noyau des cellules. Et en fait, ça dépend des chimiothérapies utilisées et de leur mode d'action. Est-ce que les vésicules permettraient donc de cibler plus précisément les nodules tumoraux, que la chimiothérapie aille moins, et soit moins dispersée d'un point de vue systémique et permette de cibler plus facilement les nodules tumoraux et ainsi larguer en quelque sorte la chimiothérapie directement dans les cellules tumorales. C'est une hypothèse de mécanisme d'action, mais c'est encore, on en est au balbutiement, quoi. Voilà. Oui, merci beaucoup. Justement, je voulais vous demander, pour conclure, quel est le projet de l'équipe de Marc Pocard dans ce domaine, en utilisant les différentes études que font ses élèves sur ces cellules souches? Eh bien, le projet, c'est en fait de finalement utiliser, comme je le disais dans la discussion, utiliser ces vésicules avec le système de PIPAC. Et donc, en fait, les projets futurs, ça serait de réaliser un modèle de la PIPAC sur, par exemple, un modèle murin, et de vectoriser ces vésicules dans la cavité abdominale murine pour voir si l'effet est encore plus important. D'accord. Voilà, effectivement, c'est très recherche fondamentale finalement, mon sujet de recherche. Avec une application pratique évidente. Voilà, c'est ça. Et parce que sur le coup, effectivement, on pourrait se demander est-ce que c'est très chirurgical? C'est très, ça porte beaucoup sur l'oncologie et le traitement oncologique. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Hubert Jaunet veut poser une question. Oui, alors, mon objet n'est pas de défendre les souris, hein, mais est-ce qu'il y a des modèles qui seraient faits en fait in vitro, puisqu'en fait vous avez besoin de tissus tumoraux, et puis toute votre manipulation sur les cellules mésenchymateuses et les vésicules, l'incorporation de la chimiothérapie se fait également in vitro. Eh bien, merci pour votre question. Le problème, c'est que notamment, on a remarqué qu'il pouvait y avoir un effet immunologique sur les modèles vivants. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile à reproduire in vitro. Et notamment, il y a les organoïdes qui sont de plus en plus développés actuellement pour justement la recherche fondamentale. Mais le problème, c'est qu'on n'aurait pas, je pense, ce système immunologique très complexe, notamment l'action des macrophages, des lymphocytes TCD8, qu'on a retrouvé dans les précédentes recherches. Donc oui, in vitro, et comme vous avez pu le voir, in vitro, on a eu du mal à montrer finalement une cytotoxicité supérieure de ces vésicules. Il y a eu des essais avec les organoïdes? Non, il n'y a pas. J'ai pas vu d'essai, mais ça serait une question, une hypothèse. Oui, parce que la question est très pertinente actuellement, l'utilisation des souris. Et je sais que dans mon laboratoire, on travaille actuellement à l'intégration du micro-environnement tumoral autour des organoïdes issus des tumeurs spécifiques ou issus de PDX ou des patients. Ça serait une possibilité très intéressante, effectivement, d'utiliser. Je pense que là, si c'est accessible, ça serait logique avec la source de vos cellules, des cellules souches. Et avec notamment un modèle de PIPAC in vitro avec des organoïdes. Effectivement. Est-ce que vous travaillez sur les exosomes qui sont à l'intérieur des vésicules? Alors, les exosomes font partie d'une sous-classe de ces vésicules extracellulaires. Il y a les microvésicules qui sont les plus grosses, les exosomes qui sont plus petits. Plus petits, oui. Est-ce qu'ils peuvent être vecteurs également? Ils font partie de la population des vésicules. Voilà, on ne les différencie pas. Non. D'accord. Parce qu'il y a une recherche assez
forte sur le côté plutôt régénération tissulaire à partir de l'exosome. Donc, ça veut dire restimulation de la multiplication cellulaire, etc. Donc, à l'inverse d'une action antimitotique. Effectivement, oui. Et puis, les cellules souches aussi sont assez controversées puisqu'il y a eu des études qui ont montré aussi que ça pouvait avoir un côté pro-oncogénique. Ouais, pro-cancéreux. Et donc, c'est quand même pas si simple. Et en même temps, on sait qu'il y a une poussée des industriels qui veulent avoir des produits de régénération anti-âge en particulier, en utilisant les exosomes. Pour l'instant, la FDA n'a pas encore véritablement validé ça, mais ça pousse. Donc, votre recherche est vraiment très, très moderne, très, très, très avancée. Bravo, merci beaucoup. Merci.